Voici un billet de banque du Sénégal, voici un autre du Congo. Ils ne se ressemblent en rien, pourtant ils font partie du même système, un système qui lie les deux monnaies à l'euro, avec un taux déterminé par le Trésor français. La question en jeu est le sommet de la politique française en Afrique, le franc CFA. En l'utilisant, la France contrôle la souveraineté monétaire de 14 nations représentant près de 200 millions de personnes. Ces pays comprennent le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Tchad, le Congo, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo et la République centrafricaine. Bien que ces nations aient un siège aux Nations Unies et agitent leur drapeau indépendant, ce n'est que la façade de l'impérialisme qui a changé, les pratiques commerciales sont largement restées les mêmes. La grande différence est qu'auparavant, l'impérialisme était propagé par des tanks, tandis qu'aujourd'hui, il se fait par le biais des banques. N'importe qui peut créer de la monnaie, mais la partie difficile est de faire en sorte que d'autres l'acceptent. À l'époque précoloniale, de nombreuses sociétés africaines utilisaient des coquillages comme moyen d'échange. Ces coquillages circulaient tellement qu'au XIXe siècle, ils avaient un taux de change officiel avec la monnaie française. Mais lorsque l'Empire français a colonisé davantage l'Afrique, Paris a cherché à monopoliser ses circuits de production et de commerce. Des impôts étaient exigés en France et des troupes armées étaient envoyées sur les marchés pour forcer les commerçants à accepter la monnaie française. À partir des années 1930, la France a dominé l'offre de monnaie en Afrique francophone. Avec ce nouveau pouvoir, la France a obtenu accès à la main-d'œuvre africaine et aux matières premières à des prix inférieurs au marché, tandis que les biens finis étaient vendus en Afrique à des prix supérieurs au marché. Le néocolonialisme français était si intrusif, si impitoyable, si unique qu'il a gagné son propre nom, France-Afrique. Après la Seconde Guerre mondiale, les choses ont changé. Ces réformes fiscales se déroulaient à une époque où l'Afrique se décolonisait. Une monnaie plus faible n'a fait qu'attiser le feu. Pour maintenir ces territoires africains, la France a créé une nouvelle monnaie en 1945, appelée le franc CFA, et a forcé ses colonies à l'adopter. Initialement, le franc CFA était lié à son homologue français à un taux de 1,7 pour 1, mais en 1948, il a été porté à 2 pour 1. En surestimant le franc CFA, Paris a maintenu son avantage économique tout en écrasant les entreprises concurrentes en matière d'exportation en Afrique. En somme, la France a basé partiellement sa reprise d'après-guerre sur un transfert de richesses depuis l'Afrique. Paris a mis en place le franc CFA, sous le modèle de la monnaie qui leur avait été imposée par les Allemands. En effet, pendant la Seconde Guerre mondiale, les forces d'occupation émettaient à volonté une monnaie, et forçaient son utilisation dans le pays occupé. Par exemple, si l'Allemagne avait besoin de main-d'œuvre ou de produits, elle émettait des billets depuis l'Allemagne et échangeait ces billets contre les produits que produisait la France. En retour, les Français se retrouvaient avec une monnaie qui ne pouvait être dépensée qu'en Allemagne, et uniquement sous autorisation du chancelier allemand. Cette autorisation de dépenser ne venait jamais, donc la France s'appauvrissait. Le même système a été ensuite mis en place entre la France et ses colonies. C'est ainsi que pendant les 30 glorieuses périodes allant de 1945 à 1975, les matières premières étaient importées gratuitement depuis l'Afrique. Car les pays de la zone francophone se devaient de mettre 100% de leurs devises sur le compte d'opération. Ainsi, la France a détourné la décolonisation authentique en installant des collaborateurs locaux et en leur accordant la souveraineté. Ces collaborateurs sont devenus les gardiens de l'empire néocolonial français en maintenant la zone franc et les bases militaires françaises. Seule la Guinée a refusé cette offre. Son dirigeant, Sékou Touré, a déclaré que son peuple préférait être pauvre dans la liberté que riche dans l'esclavage. La Guinée a ainsi rejeté le franc CFA pour développer sa propre monnaie. En représailles, la France a coupé les pensions des anciens combattants, démantelé le réseau électrique de la Guinée et tenté de bloquer son adhésion aux Nations Unies. La France est même allée jusqu'à provoquer une hyperinflation en inondant le pays avec de la fausse monnaie, mais ses plans ont échoué. Quand le Togo a cherché à se débarrasser du franc CFA, la France a fait un autre exemple, cette fois sans laisser de traces. Le dirigeant du Togo, Sylvanus Olympio, a été assassiné en janvier 1963. L'implication de la France est suspectée, mais les dossiers officiels restent fermés. Dans les années 1970, le franc CFA a été divisé en deux monnaies pour couvrir les États d'Afrique centrale et de l'Ouest.
Bien que les banques centrales respectives aient été africanisées et transférées à Yaoundé et Dakar, il n'y a eu aucun changement fondamental dans les politiques. La France a conservé son droit de veto sur les statuts gouvernants des banques. Les États membres devaient déposer la moitié de leurs réserves de change au Trésor français, ce qui signifiait qu'ils n'avaient accès qu'à 30% de leur argent. Toutes les conversions de devises devaient passer par le Trésor français. Ce schéma monétaire est lucratif pour la France. Des dizaines de multinationales françaises sont présentes en Afrique, notamment Total Energies, Areva et Vinci. L'Afrique accorde également à la France l'accès à des ressources stratégiques telles que l'uranium, indispensable au secteur de l'énergie nucléaire français, répondant aux 3/4 des besoins énergétiques français. Pendant ce temps, le Gabon est une source de pétrole brut, la Mauritanie livre du minerai de fer, tandis que le Togo et le Bénin fournissent des produits agricoles. De plus, la cerise sur le gâteau, la Société nationale française Vinci Boulevard possède la plupart des grands ports d'Afrique de l'Ouest. Ce n'est donc pas un hasard si l'ancien président français Jacques Chirac a déclaré que la majeure partie de l'argent dans les banques françaises provient précisément de l'exploitation de l'Afrique et que la France perdrait sa position mondiale sans son empire africain pour préserver son hégémonie. La France est intervenue militairement sur le continent 40 fois depuis les années 1960, en soutenant des dictateurs corrompus et en menant des opérations militaires au Sahel. De plus, les configurations du franc CFA permettent au profit et au capital d'être rapatriés facilement. Entre 1970 et 2010, la Côte d'Ivoire a perdu 40 milliards de dollars à cause de la fuite des capitaux, ce qui aurait pu réduire la pauvreté de 10% annuellement si cet argent avait été réinvesti localement. Pendant ce temps, la Guinée équatoriale et le Congo, principaux producteurs de pétrole, ont transféré l'équivalent de 43 et 30% respectivement de leur PIB entre 2000 et 2009. Des tendances similaires sont présentes au Gabon et au Cameroun. L'opulence en haut génère la misère en bas. Bien que certains défenseurs soulignent la stabilité du franc CFA, le manque de souveraineté monétaire limite les outils disponibles pour les États membres du franc CFA. Par exemple, le taux d'inflation en Côte d'Ivoire est inférieur à 6% contre 29% au Ghana voisin, mais le taux de pauvreté extrême de ce dernier est seulement de 13% contre 30% en Côte d'Ivoire. Les États membres du franc CFA accusent également un retard de croissance par rapport à d'autres États africains, certains reculent même. Le PIB réel par habitant de la Côte d'Ivoire est un tiers inférieur à celui de 1978. En 2016, le Sénégal était à son niveau de 1960, tandis que le Cameroun, le Congo et le Gabon n'ont pas dépassé leurs pics respectifs de 1986, 1984 et 1976. Cela signifie que ces pays ont connu peu voire pas de croissance économique réelle depuis des décennies. Cependant, le changement est la seule constante dans la vie. Ces dernières années, les sociétés des États membres du franc CFA ont commencé à parler publiquement d'alternatives. La proposition la plus réalisable est de former un bloc monétaire régional indépendant du contrôle français. Certains partisans de ce plan utiliseraient l'Union économique de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, comme tremplin. Cela réorienterait les États membres du franc CFA autour du Nigeria, qui représente plus des 2/3 du PIB régional et est un exportateur net de pétrole. Cependant, Paris a cherché à contrecarrer ces tentatives. Une loi en ce sens a été adoptée au Sénat français en janvier 2021. Elle vise à transformer le fonds du franc CFA ouest-africain en l'ECO, à abolir les comptes d'opération et à retirer le personnel français des banques centrales. Tout cela doit être achevé d'ici 2027, mais Paris conserverait toujours un contrôle effectif sur l'emplacement des réserves monétaires africaines. Il est donc sûr de dire que la réforme française n'est qu'une ruse. La meilleure solution pourrait être que les États individuels aient leur propre banque centrale et leur monnaie fixée à une unité régionale commune à un taux ajustable. Cela donnerait la souveraineté monétaire à 14 nations ou près de 200 millions de personnes. Mais beaucoup craignent encore de se confronter à la France, et à juste titre. Ainsi, toute tentative de rompre avec l'hégémonie française nécessiterait un effort conjoint dans la zone franc CFA. En fin de compte, le changement doit venir de l'intérieur car rien n'est plus agréable dans la vie que de faire la paix avec le statu quo, mais rien n'est plus corrompu non plus.